Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, dans Essai de psychanalyse, au-delà du principe de plaisir, 1920. Texte marquant un tournant dans l'histoire de la psychanalyse. Troublés par les névrosés de guerre qui revivent leur traumatisme en cauchemars effroyables, Freud introduit les pulsions de vie et de mort. Contrainte de répétition, les disciples Sándor Ferenczi, Victor Tausk, Ernest Jones articulent les théories analytiques à la compréhension de ces névroses, instaurant l'électrothérapie pour soigner l'hystérie et ainsi déjouer les faux traumatisés qui demandent des dommages de guerre. Freud critique ces méthodes. Tous les névrosés sont des simulateurs. Ils simulent sans le savoir et c'est leur maladie. L'hystérique est un sujet qui se trompe lui-même en même temps qu'il trompe le psychiatre. Place centrale à la dimension inconsciente du traumatisé et à sa souffrance, sincère. Le congrès à Budapest en 1918 consacre une place à la formation du psychiatre et à son attitude transférentielle. Les autorités créent des centres de traitement psychanalytique. La psychanalyse exerce une influence sur les plus réfractaires, Ferenczi. Le changement de topique de Freud en 1920 est mal perçu. Correspondance avec Lou Andrea Salomé, évoquant cette curieuse idée des pulsions qu'il défend ardemment. Doute et conviction face aux nouvelles résistances, écartant la non-scientificité et l'intuition. Période de deuil pour Freud, défaite de l'Autriche et sa fille Sophie emportée par une épidémie de grippe et son ami Tausk met fin à ses jours. Climat sombre de cette période d'après-guerre, Fritz Littel, premier biographe de Freud. Un texte audacieux et novateur, réaffirmation du primat de l'approche biologique, Fechner, Weissmann, Schiller, ne fondant dans la philosophie de Schopenhauer et se nourrissant de la dimension mythique, celle de Platon, et littéraire avec le Faust de Goethe. Apport du médecin Gustav Theodor Fechner, un chercheur pénétrant sur lequel il s'appuiera pour fonder sa théorie du principe de plaisir. Principe de constance, en maintenant aussi bas que possible la quantité d'excitation présente. Le principe de réalité du succède, ne renonçant pas à l'intention de gagner du plaisir. Ajournement de la satisfaction et tolérance provisoire du déplaisir sur le chemin qui mène au plaisir. La névrose traumatique se rapproche de l'hystérie par sa richesse en symptômes, mais la dépasse dans la souffrance subjective, hypocondrie et mélancolie. Perturbation des fonctions psychiques, virage dans la conception de Freud. Son petit-fils, 1 an et demi, supporte l'absence de sa mère en lançant une bobine attachée à une ficelle dont il attend le retour, le petit Hans. Maîtrise sur la ficelle qui part et revient, symbolisation de l'enfant sur ce qui lui provoque du déplaisir. Il exprime son désir de vengeance sur sa mère qu'il abandonne, hostilité masquée et régulée par ce jeu. Le modèle du fort don aborde le processus de répétition autrement que la théorie du rêve, où seule la réalisation d'un désir inconscient était considérée comme un but dans la vie onirique. Freud appréhende cette répétition en dehors du principe de plaisir. Au lieu de se remémorer le passé, le patient répète avec son psychanalyste le déplaisir. Idée clé, Freud s'arrête sur la question de la névrose de transfert. Dans la cure, le patient névrosé répète les contenus refoulés qui avaient été écartés. Cet éternel retour du même. Stratégie inconsciente du moi qui tente de se défaire de la douleur tout en la revivant, auto-guérison. Cette compulsion met à l'écart le principe de plaisir. Les non-névrosés ne sont pas épargnés et sont marqués dans une destinée à orientation démoniaque. Phénomène de répétition, femme évoquée par Freud, dont les 3 maris sont morts. Traumatisme du sujet, son cortège d'angoisse. Une vésicule vivante protège le psychisme des agressions externes afin de maintenir son équilibre. Après un choc violent, la couche parée excitatrice est perforée et doit rétablir par des contre-investissements le principe de plaisir. Les excitations externes sont traumatiques
perturbation dans le fonctionnement organique. Ici, le principe de plaisir est mis hors action. La névrose est consécutive d'une confrontation violente et inattendue. Le choc émotionnel provoque une surcharge énergétique qui déborde l'appareil psychique, générant des désordres psychopathologiques immédiats. L'effroi est un facteur déterminant de la névrose traumatique. Idée que le sujet réagit à un stimulus externe perçu comme dangereux, effet destructeur. Théorie que du côté intérieur, il ne saurait y avoir de par-excitation. D'où la propension de l'appareil psychique à les traiter comme si elles venaient de l'extérieur, procédé défensif. Si le traumatisme provoque en même temps une lésion patente, les chances d'apparition d'une névrose sont diminuées. En l'absence de ces dommages physiques, les symptômes s'aggravent. Les rêves compulsifs ne sont pas au service d'un accomplissement de désir, mais pour maîtriser l'angoisse du sujet. La lutte du moi ne suffit pas, d'où le mécanisme de compulsion de répétition pour ramener la charge à un seuil tolérable pour le sujet. Le principe de plaisir vise bien le niveau le plus bas de tension, but de la pulsion de mort. Son objet est le retour à l'état inorganique et l'inanimé de la matière. Les pulsions de vie s'organisent autour des pulsions sexuelles qui poussent vers la continuation à la vie. Théorie incontournable dans la psychanalyse d'aujourd'hui. Fondation d'un paradigme. La notion de jouissance prend son envol avec Lacan, pierre angulaire articulée autour du réel, du symbolique, de l'imaginaire. En se dégageant d'une quelconque satisfaction ou d'un plaisir conscient, la jouissance rend compte des processus de répétition en jeu dans la civilisation actuelle. La toxicomanie, pathologie narcissique, incarne cette jouissance à l'œuvre. Le sujet ne peut s'empêcher de retourner compulsivement vers l'objet, drogue qui le mène à la possibilité d'entrevoir l'état inanimé de sa matière. L'injection insupportable provoque en lui une jouissance ineffable et répétitive sans laquelle il ne pourrait plus continuer à vivre. Symptômes témoignant du malaise de notre époque, sentiment de menace vitale avec le déchaînement de la barbarie dans les génocides. Désorganisation en profondeur des fonctions narcissiques du sujet, impact du choc externe prenant une dimension nouvelle, désarmant le socle identitaire du sujet. Au-delà des limites du pensable, évincement du principe de plaisir, en deçà du refoulement. Forclusion. L'inassimilable et le non métaphorisable, le sujet doit élaborer et transformer seul ses formes de violence. Le sujet héritier, descendance, se fait récepteur des mots en souffrance transmis par son ascendant survivant qui agiront sur sa psyché. La névrose traumatique est considérée comme une affection narcissique. Retour possible de l'ère du soupçon dont l'apogée est l'après-guerre. L'expertise psychiatrique traque des simulateurs qui ne sont plus les réfractaires de la nation, mais ses potentiels assaillants, réfugiés en quête d'asile. Ces migrants doivent prouver leur persécution, injonction à témoigner. S'efforcer de se remémorer malgré soi, lui rappelant davantage le registre de l'aveu, impératif de transparence attaquant la possibilité de garder pour soi l'inavouable. Attente antagoniste, soit le sujet en fait trop, soit il est trop distancié, sa narration engluée dans un gel traumatique. La méthode active était déjà critiquée par Freud en raison du forçage à raconter. Le principe de plaisir règle automatiquement l'écoulement des processus psychiques. La tension déplaisante prend la direction vers un abaissement de cette tension. Évitement du déplaisir par une production de plaisir. La quantité d'excitation du déplaisir correspond à une élévation et le plaisir à une diminution. Gustav Theodor Fechner, l'un des fondateurs de la psychologie expérimentale moderne, a présenté la conception du plaisir et du déplaisir, les faits qui nous ont conduits à croire en la domination du principe de plaisir dans la vie psychique trouvent leur expression dans l'hypothèse selon laquelle l'appareil psychique a une tendance à maintenir aussi bas que possible la quantité d'excitation présente en lui, ou du moins à la maintenir constante. Le principe de plaisir se déduit du principe de constance. Sous l'influence des pulsions d'autoconservation du moi, le principe de plaisir est relayé par le principe de réalité. Celui-ci ne renonce pas à l'intention de gagner finalement du plaisir, mais il exige et met en vigueur l'ajournement de la satisfaction et la tolérance provisoire du déplaisir
sur le long chemin détourné qui mène au plaisir. Les pulsions sexuelles refoulées se frayent des chemins détournés, ressentis par le moi comme des plaisirs provoqués par des perceptions. Poussées de pulsions insatisfaites ou perceptions extérieures reconnues par l'appareil psychique comme danger. Le terme d'angoisse désigne un état caractérisé par l'attente du danger et la préparation à celui-ci. Même s'il est inconnu, le départ d'une personne est une condition préalable à la joie de la réapparition, but du jeu. L'enfant jouant pour compenser l'absence de sa mère est une tentative mise au compte d'une pulsion d'emprise qui affirme son indépendance à l'égard du caractère plaisant ou déplaisant du souvenir. En rejetant l'objet, l'enfant satisfait une impulsion réprimée dans sa vie quotidienne. C'est une bravade. Pars, c'est moi qui t'envoie promener. Sous la domination du principe de plaisir, il existe plus d'une voie et d'un moyen pour ce qui est en soi déplaisant devienne l'objet du souvenir et de l'élaboration psychique. Le but fixé, rendre conscient l'inconscient, ne peut être atteint pleinement par cette voie. Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui lui est refoulé. Il est obligé de répéter le refoulé comme expérience vécue. Cette reproduction a toujours pour contenu un fragment de la vie sexuelle infantile, donc du complexe d'Oedipe et de ses ramifications. Le médecin est forcé de faire revivre certains fragments de la vie oubliée du patient. Quand on combat les résistances, il est erroné de penser qu'on lutte contre l'inconscient. L'inconscient, c'est-à-dire le refoulé, n'oppose aux efforts de la cure aucune espèce de résistance. Il tend même qu'à vaincre la pression qui pèse sur lui pour se frayer un chemin vers la conscience. La résistance provient du refoulement. Une grande part du moi est elle-même inconsciente, c'est le noyau du moi. La résistance de l'analysé provient de son moi et la compulsion de répétition doit être attribuée au refoulé inconscient. La résistance du moi conscient est au service du plaisir, du principe de plaisir, voulant éviter le déplaisir qui provoquerait la libération du refoulé. L'action suggestive de la cure, la docilité à l'égard du médecin, qui est profondément enracinée dans le complexe paramental inconscient. Dans le transfert, les névrosés répètent et font revivre avec beaucoup d'habileté toutes ces circonstances non désirées et toutes ces situations affectives douloureuses. Il aspire à interrompre la cure alors qu'elle est inachevée. Compulsion de répétition et satisfaction pulsionnelle aboutissant directement au plaisir se recoupent en une intime association. Les phénomènes du transfert sont au service de la résistance du moi qui fait bonne garde pour maintenir le refoulement. La conscience nous livre des perceptions d'excitation venant du monde extérieur et des sensations de plaisir et déplaisir provenant de l'intérieur de l'appareil psychique. Domination du principe de plaisir. Sont traumatiques et les excitations externes assez fortes pour faire effraction dans le paré-excitation. La nouveauté sera toujours la condition de la jouissance. Une pulsion est une poussée inhérente à l'organisme vivant vers le rétablissement d'un état intérieur que cet être vivant a dû abandonner sous l'influence perturbatrice des forces extérieures. Une élasticité organique ou l'expression de l'inertie dans la vie organique. Le but de toute vie est la mort et en remontant en arrière, le non-vivant était là avant le vivant. L'importance théorique des pulsions d'autoconservation, de puissance, de valorisation de soi se rétrécit. Ce sont des pulsions partielles destinées à assurer à l'organisme sa propre voie vers la mort et à éloigner parmi les possibilités de retour à l'anorganique celles qui ne sont pas immanentes, l'inorganique. Les pulsions de vie s'opposent aux autres pulsions, ce sont les pulsions sexuelles. Les pulsions refoulées ne cessent jamais de tendre vers sa satisfaction complète qui consisterait en la répétition d'une expérience de satisfaction primaire. Toutes les sublimations ne suffisent pas à supprimer la tension pulsionnelle persistante. Woodruff a prouvé l'immortalité des générations d'organismes unicellulaires en faisant la culture de paramécie qui se reproduit par bipartition jusqu'à la 3021e génération. Dans une eau renouvelée, les descendants ne montraient aucun signe de vieillissement ou de dégénérescence.
Maupass et Calkins ont démontré au contraire que les nouvelles générations périssaient s'ils ne connaissaient pas certaines influences rénovatrices. Selon les thèses de Weissmann, la mort est une acquisition tardive de l'organisme vivant. Jacques Loeb provoque chez les œufs d'oursin, au moyen d'excitation chimique, des processus de segmentation qui normalement ne se produisent qu'après la fécondation. Le succès de Woodruff est qu'il plaçait chaque nouvelle génération dans un liquide nutritif frais. Les cellules germinales ont besoin pour elles-mêmes de leur libido, de la force active, de leur pulsion de vie, activité constructrice. La psychanalyse fit un grand pas quand elle put s'approcher du moi psychologique seulement connu par l'instance refoulante et censurante. La libido narcissique est naturellement la manifestation de la force des pulsions sexuelles, pulsions d'autoconservation, pulsions sexuelles, Eros qui conserve toute chose. La libido narcissique du moi, résultat de l'addiction des quantités de cellules du soma adhérant l'une à l'autre. Une des fonctions de l'appareil psychique est de lier l'émotion pulsionnelle qui lui arrive. La transformation se produit au service du principe de plaisir. La liaison est un acte préparatoire qui introduit et assure la domination du principe de plaisir. Le poète Ruckert nous console de la lenteur des progrès de nos connaissances scientifiques. Ce qu'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. Boiter, dit l'Écriture, n'est pas un péché. Au-delà du principe de plaisir, de Sigmund Freud dans Essai de psychanalyse. Merci.